Comment parler de ce chapitre 1045 ? Comment faire une critique-analyse d'un chapitre le plus what the fuck que j'ai lu depuis le début de One Piece ? Comment analyser, comment expliquer où va Eiichiro Oda, que veut faire Eiichiro Oda avec son œuvre, quand en seulement 2 chapitres, il bouleverse carrément la mythologie installée depuis 24 ans dans cette œuvre qu'est One Piece. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je dirais pas qu'il y aura un avant et un après ce chapitre 1045. Parce que ce chapitre 1045 n'est seulement que la continuité de ce que Eiichiro Oda a installé dans le chapitre 1044. Je ne sais pas où va Eiichiro Oda, mais j'ai retenu une leçon. Je me laisse transporter par les flots de cette aventure, par cette histoire qu'est en train de nous raconter Eiichiro Oda. Eiichiro Oda sait où il va. Maintenant, avec le dernier chapitre que j'ai lu, j'en suis sûr et certain. Et avec du recul, il est sûr qu'il ne peut pas balayer 24 années où One Piece a été au top. Et il est toujours au top dans mon cœur. Il y a des centaines de personnes derrière lui. C'est-à-dire que quand il fait un chapitre, quand il écrit un chapitre, au début, il y a une sorte de script, après il y a un storyboard, et après il fait le chapitre. Et ça a été fait il y a plusieurs mois. Il est impossible qu'il balaye tout d'un revers de la main et ils disent « Ok, moi je fais comme ça, point barre ». Il y a tous les mecs de la Shueisha qui sont là, il y a son Tanto, son éditeur qui est aussi là. Et je pense qu'ils ont dû être aussi déroutés que nous. Et je pense qu'il a dû donner une explication et montrer vraiment le futur et toute l'importance que vont impliquer ces choix. Et je suis sûr et certain qu'on va être surpris et qu'à un moment on va dire franchement, Eiichiro Oda, respect. Alors par contre, si c'est totalement l'inverse, s'il est totalement parti en roue libre et que les autres n'ont pas eu leur mot à dire et que ça va partir totalement en cacahuète, c'est peut-être le plus gros désastre d'un point de vue manga qui a été fait. Comment pourrir une œuvre ? En un sens, ça va faire du bien à certains, parce que certains vont dire « Hey, vous voyez que Fairy Tail, Bleach et Naruto, c'est pas si pourri. Regardez Eiichiro Oda, comment il a fait de la merde avec ce qu'il avait entre les mains. » Ce chapitre... Enfin, moi, personnellement, il m'a fait hurler de rire. Enfin, je sais pas si vous avez vu ma réaction live. Si vous l'avez pas vu, franchement, je vous conseille de la regarder. Regardez-la aux alentours des 8 minutes. Même moi, quand j'avais fait le montage, j'en pouvais plus. Et c'est là où on va parler vraiment, on va vraiment se concentrer sur quelque chose dans cette vidéo. C'est cette déconstruction, cette explosion du 4e mur. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le 4e mur, c'est quelque chose qui est utilisé dans le théâtre. C'est-à-dire que dans le théâtre, t'as une scène avec justement 3 murs, là où se situe l'action, et après, les personnes interagissent les unes avec les autres, les acteurs, et ce qui se passe, c'est que nous qui sommes dans la salle, nous sommes spectateurs, et nous n'appartenons pas au monde qui est sur la scène. Sauf quand l'un des acteurs vient péter ce 4e mur, qui est le devant de la scène, et vient s'adresser à nous, spectateurs. Et à partir de ce moment-là, nous faisons partie intégrante de l'histoire qui se déroule. L'un des derniers en date où on a vraiment ce pétage de 4e mur
qui est vraiment énormément utilisé au niveau du cinéma, ça a été Deadpool qui a beaucoup fait ça. Pour ceux qui connaissent aussi, il y a beaucoup la série Malcolm. Quand Malcolm vient justement nous parler, il nous parle à nous, spectateurs qui n'appartenons pas dans le monde dans lequel se déroule cette chose. À la fin de One Piece, quand Luffy s'adresse à Kaido, j'ai l'impression que Eiichiro Oda, à travers Luffy, comme je dis à la fin de ma réaction live, pète ce quatrième mur. C'est-à-dire, il s'adresse à nous, il s'adresse à Kaido en disant « on s'amuse bien », mais j'ai l'impression que Eiichiro Oda, à travers les yeux et à travers les paroles de Luffy, nous dit à nous, et spectateurs, lecteurs, on s'amuse bien. Là où il y a aussi quelque chose que je ressens, c'est-à-dire que la mythologie, le monde de One Piece, à travers la puissance de l'éveil du fruit du démon de Luffy, qui est le Ito Itonomi modèle Nika, il change le monde comment il est, comment il interagit, quelle est même sa construction. C'est-à-dire que l'interaction qu'il y a avec déjà la matière physique qu'il arrive à transformer en caoutchouc, qu'on avait vu justement aussi avec Doflamingo quand il transforme le monde en fil, qui est le pouvoir justement de son paramécia, eh bien Luffy aussi arrive à transformer le monde en caoutchouc. Même ce qu'il fait à Kaido, c'est-à-dire que rentrer à Kaido, faire gonfler Kaido sans que celui-ci explose, parce que quand il se transforme en ballon et qu'il est à l'intérieur de Kaido, normalement, Kaido aurait dû éclater et mourir. Kaido n'est pas fait en caoutchouc. Il arrive à transformer, et c'est ça qui est complètement fou, un environnement qui n'est pas vivant, c'est-à-dire qu'il transforme de la matière, de la pierre, qui n'est pas organique, c'est ça que je cherchais comme mot, en quelque chose de caoutchouc, mais il transforme aussi les personnes en caoutchouc. Et l'autre chose qui se passe, c'est qu'il arrive à sortir et il arrive à interagir avec les yeux de Kaido. Et là, il est en total mode comics Looney Tunes. Et on va y revenir sur ce mot Looney Tunes. Quand sa tête passe à travers le toit d'Onigashima, on a Kid, on a Law, on a Chopper, on a tout le monde qui le regarde avec les yeux révulsés, et ce qui se passe en mode carrément aussi Looney Tunes, et il transforme les expressions de l'univers de One Piece, même si ça, on l'avait eu bien en avant en ayant un petit peu le mode troll qu'on avait quelquefois, quand on avait, rappelez-vous, les Mugiwara qui lisaient le journal de Wano Kuni, et on apprenait que, là-dedans, ils apprenaient que, tout simplement, Luffy avait été mis en prison. On avait vu une sorte de visage qui était en mode troll de l'équipage des Mugiwara. Le visage des Mugiwara n'était pas réellement en mode troll, c'était seulement qu'une représentation de leur expression intérieure. Sauf que là, quand on voit Kid, Law et les autres avoir les yeux qui sortent de la tête, ce n'est plus une expression de surprise qu'ils ont en voyant la tête complètement débile de Luffy qui passe à travers le mur, mais c'est réellement quelque chose qui leur arrive. Il a changé la physique propre du monde de One Piece. Et quand vous regardez ma réaction live, je suis aussi pété de rire. C'est-à-dire que ce qu'il arrive à mettre dans la physique du monde de One Piece, il arrive à l'extérioriser et à nous le procurer. Si j'avais pu aussi avoir les yeux qui sortent de la tête, vous l'auriez vu. Et c'est ça qui est complètement dingue. Alors je me doute, il n'y a pas eu 100% des gens qui ont été pétés de rire face à ça. Ce mode cartoon, ce mode, encore une fois, complètement what the fuck, complètement débile, ça fait partie de l'essence de One Piece, comme ça faisait par exemple partie de l'essence de Dr. Slump, où
de Dragon Ball dans les débuts. On sait que pour Eiichiro Oda, Akira Toriyama a eu une très très grande importance. Je pense que Eiichiro Oda, quand il était jeune, quand il lisait Dr. Slump, il devait être à des moments totalement pété de rire. Et cette sensation qu'il a ressentie, je pense que tout au long de son manga, il a voulu nous le faire ressentir et il veut encore nous le faire ressentir encore plus maintenant. La question à se poser, c'est est-ce que One Piece a totalement basculé dans ce monde totalement what the fuck, et est-ce que le futur de One Piece va devenir ça, ce qui va, en un sens, en rebuter quand même énormément. Personnellement, je pense que c'est la découverte du pouvoir de Luffy, c'est la représentation du mec de Joy Boy, qui là porte carrément complètement son nom. Quand l'équipage de Goldie Roger vient sur Loftel, et maintenant on comprend pourquoi ça s'appelle Loftel, je pense que c'est l'aura de Joy Boy, de Nika, qui est présent sur Loftel et qui les fait rire. C'est un petit peu aussi la joie qu'on ressent quand personnellement on lit One Piece. C'est-à-dire que ça arrive des fois, rien qu'à avoir le souvenir d'un film qui nous a fait hurler de rire, d'une situation qui nous est arrivée étant gamin, d'une histoire drôle qui nous a fait rire, rien qu'à y repenser, on rigole, et le rire est l'une des choses les plus communicatives. Même si on rigole, même si on est heureux, ce n'est pas un état qui est constant de la personne. C'est un état qui dure un moment, mais après, la réalité revient. Et je pense que c'est peut-être ce qu'il va se passer. C'est-à-dire qu'à un moment, je ne sais pas si ça va être dans ce combat de Kaido, mais à un moment, Luffy va être sérieux. Luffy va utiliser ce pouvoir qui normalement doit faire rire dans un moment qui va être beaucoup plus dramatique. Pourquoi ? Parce que la barrière entre le rire et les larmes, je pense qu'à un moment, il va avoir une utilisation de ce pouvoir en mode un peu plus, voire même beaucoup plus sérieux. Quelque chose qui m'a vachement interpellé dans ce chapitre, qui m'a fait repenser à un vieux roman. Je suis un grand fan de tout ce qui est science-fiction. J'ai lu le cycle des fourmis, j'ai lu le cycle des anges et j'ai lu le cycle des dieux. Et à un moment, on a Eiichiro Oda à travers les paroles de Kaido, où il regarde Luffy faire ces trucs complètement débiles et il dit « On croirait une bande dessinée ». Et là, il y a une mise en abîme de lui-même et du monde dans lequel il vit. Le monde qui existe de One Piece, où vit Kaido et tous les autres, eux n'ont pas conscience qu'ils sont dans une bande dessinée. Et le fait que lui se pose la question, il y a une sorte de mise en abîme qui m'a fait penser... Alors, je suis désolé, je vais spoiler un roman, je vous prie carrément de m'excuser, mais ce qui se passe, c'est que dans les Thanatonautes, les humains prennent conscience qu'il y a une vie après la mort, qu'ils peuvent, par rapport aux actions qu'ils ont fait durant leur monde... ils peuvent devenir des anges. Et après, les anges, en fonction de ce qu'ils font, peuvent devenir des dieux. Il y a à chaque fois une sorte de hiérarchie. Et à la fin, il y a le héros qui s'aperçoit de quelque chose, qui s'aperçoit qu'il y a quelque chose au-delà de ça. Et à un moment, ils se rendent compte qu'en vérité, ils sont dans un livre. Et en vérité que toutes les aventures qu'ils vivent et comment eux, ils existent, c'est à travers l'imagination de l'écrivain, de l'auteur qui a écrit le livre, mais aussi par rapport à l'imagination du lecteur qui, lui, s'imagine le personnage
en fonction de ce qu'il lit. C'est-à-dire quelqu'un qui va lire un livre va pas avoir la même vision du monde. Et c'est ça qui est vraiment génial. À un moment, la personne qui est dans le livre, alors attention, ça part vraiment, vraiment loin, essaye de rentrer en contact avec nous, lecteurs. Et il y a une projection là-dedans qui, à l'époque, m'avait vraiment troublé. Et cette sensation, j'ai eu l'impression de la retrouver ici. Je suis en train de me demander si, à un moment, il ne peut pas avoir aussi cette chose, c'est-à-dire cette prise de conscience que le monde dans lequel Luffy vit, eh ben, en vérité, il peut en faire absolument ce qu'il veut par une interaction avec l'auteur. C'est-à-dire que à un moment, et c'est souvent ce qui se passe, c'est souvent ce qu'on lit quand les auteurs sont rattrapés par les créatures qu'il a lui-même créées. Je ne sais pas où va One Piece, mais j'ai vachement envie de savoir où ça va nous amener. Parce que à travers la réaction live que j'ai eue et les sensations que j'ai eues lors de la lecture, je me sens de plus en plus proche de One Piece. Peut-être l'un des défauts de nous lecteurs de One Piece, et ce que j'ai expliqué dans mes dernières vidéos, c'est que c'est ce qui se passe quand une œuvre devient trop populaire. Justement, la culture populaire s'approprie l'œuvre et veut la déterminer par elle-même. Non pas par elle-même l'œuvre, mais par elle-même la communauté. Elle crée involontairement des choix, elle projette certaines idées, et nous, entre guillemets, influenceurs de cela, on amène une partie des gens qui nous suivent vers une certaine logique, vers aussi un certain désir. Le fait que certains, à travers leurs vidéos, amènent leurs théories, amènent leurs idées comme étant une future vérité vraie, en comparant une œuvre par rapport à une autre, en essayant de créer une hiérarchisation de l'œuvre par rapport à une autre, et même de personnages de puissance à travers les uns et les autres, crée un désir qui veut être réel pour ceux qui aiment l'œuvre. Parfois, on s'implique aussi tellement dans l'œuvre, on aime tellement l'œuvre depuis tellement d'années que, à un moment, quand elle ne suit pas le chemin que l'on veut qu'elle suive, on est déçu. On est déçu du choix de l'auteur, car il a trahi nos attentes. Et il y en a certains qui oublient que l'œuvre One Piece n'est pas fini. Et moi, dans One Piece, je me suis pris plusieurs baffes dans la gueule. Encore une fois, le chapitre 900 m'a appris une certaine humilité. L'humilité de ferme ta gueule, lis, prends du recul, analyse, pose-toi des questions, mais garde toujours à l'esprit que tu n'es qu'un simple lecteur, que tu n'es qu'un simple fan, et que l'œuvre appartient à son créateur. Et à la rigueur, tu pourras la critiquer, donner ton impression lorsque celle-ci sera terminée. Donc, maintenant, One Piece, je le lis, je le savoure comme une histoire qui m'est racontée. Mais, encore une fois, cela n'empêche pas d'analyser une certaine cohérence, d'analyser certains choix de l'auteur, et au-delà de dire « t'as fait une connerie, c'est de la merde, t'es qu'une merde », de se poser des questions, de comprendre où est la cohérence, et après,
d'attendre les choix et les solutions que vont apporter Eiichiro Oda. Je vais revenir sur une dernière chose. Vous êtes super nombreux à me poser la question dans les commentaires, ceux qui découvrent justement mes vidéos, de pourquoi je dis Luffy et je dis pas Luffy, Luffy et je dis Luffy. Parce que je dis Luffy comme on dit pas Naruto mais on dit Naruto, comme on ne dit pas Sangoku mais Sangoku. Le U se prononce OU en japonais. Et même si la prononciation diffère entre les différents seiyuu qui donnent leur voix justement dans One Piece par rapport à l'accent que les personnages ont, moi, je regarde One Piece, enfin j'ai toujours regardé One Piece en version japonaise. Là, je l'ai redécouvert en version française avec justement mon fils. Et quand il y a un passage qui est toujours en tête par rapport à un anime vidéo que je regarde, où tu as Big Mom qui dit Monkey D. Luffy. Elle le dit vraiment comme ça. Et il y a quelqu'un dans les commentaires qui me l'a marqué et j'ai trouvé ça vraiment excellent. C'est que on avait peut-être un indice sur ce qu'allait être Nika à travers comment est prononcé Luffy dans la version originale. Pourquoi ? Parce que Luffy, en version japonaise par rapport à la phonétique, ça ressemble à laugh, à rigoler en anglais. Et il y a aussi quelqu'un qui me l'a marqué dans un commentaire que les Looney en japonais, comme les Looney Tunes, tout ça, au niveau de la phonétique, ça ressemble énormément à Luffy, Looney. Il y a vraiment une ressemblance au niveau de ça. Et peut-être que Eiichiro Oda, et là, contrairement à ce que moi j'ai analysé la dernière fois, peut-être que ce côté vraiment débile du Toon, du Tex Avery, et je vois aussi comment expliquer le changement de la physique du monde a été transformé en étant un Toon. Ça reprend vraiment le film par exemple de Qui veut la peau de Roger Rabbit. Eh bien cette version Looney, cette version Toon, eh bien en vérité peut-être que Eiichiro Oda, contrairement à ce que j'ai dit la dernière fois, il l'a depuis vraiment très 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 longtemps. Eiichiro Oda est là pour nous surprendre. Et oui, il nous surprend. On peut aimer, on peut détester, on en a parfaitement le droit. On réagit sur une œuvre. Cependant, pour juger une œuvre, il faut attendre que celle-ci soit terminée. Et encore une fois, moi, je vais aller avec un immense plaisir jusqu'à la fin de One Piece. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette vidéo. Encore une fois, je voulais qu'elle soit très courte, mais je m'aperçois quand je regarde qu'elle fait presque une demi-heure. Bref, j'espère que vous aurez aimé ce ressenti du chapitre de One Piece. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est là pour ça. Nous, on se donne rendez-vous ce week-end à la Medinasia. Malheureusement, il n'y aura peut-être pas de réaction live ni de critique analyse la semaine prochaine parce que je pars 3 jours à la Medinasia et ça va être un travail de malade. Et encore une fois, sur les retours, je ne sais pas, mais en fonction de celui-ci, peut-être qu'il y aura une critique analyse seulement que mardi ou mercredi prochain, en fonction aussi de s'il y a une pause ou pas. Encore une fois, merci de me suivre aussi nombreux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager par les autour de vous. Laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes nakamas.